Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bienvenue ici donc au Musée de la Marine à l'Astrolabe. Je suis très heureux de vous accompagner pour une partie de cet après-midi. Mon nom est François Sorel, je suis journaliste à BFM Business. Je présente entre autres Tech & Co tous les soirs de 20h à 21h30. On va parler d'intelligence artificielle bien sûr parce que si vous étiez avec nous ce matin, on a dit beaucoup de choses, mais on va continuer à essayer de vous nourrir de ce sujet qui est passionnant, qui a bouleversé, on va dire, ces 18 derniers mois avec l'arrivée de ChatGPT, de l'intelligence artificielle générative. Plein de questions à poser avec tout à l'heure une table ronde qui s'annonce passionnante, qui s'intitule l'IA, la main invisible du faux, avec Pierre Louette, Julie Girard, Micode qui est youtubeur que vous connaissez peut-être, et puis Bertie Toledano. Mais dans l'immédiat, je suis très heureux d'accueillir Marina Ferrari. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour et merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet crucial, de cette nouvelle révolution de l'intelligence artificielle générative notamment. Voilà, vous êtes notre nouvelle secrétaire d'État chargée du numérique et vous n'avez pas chômé depuis votre arrivée, parce que c'est vrai que l'actualité vous rattrape en quelque sorte avec cette commission d'intelligence artificielle qui a remis ce rapport au président Emmanuel Macron qui contient 25 recommandations pour que la France puisse tirer parti de la révolution technologique de l'IA, parce que c'est un sujet tellement vaste qu'il fallait ces recommandations, en fait, ces conseils, rapport que l'on doit à Philippe Aghion, économiste, et Anne Bouvreau, que j'ai vu tout à l'heure dans l'assistance, qui est présidente du conseil d'administration de l'École normale supérieure. Ça a été énormément de travail, étalé sur plusieurs mois, avec 600 auditions, 7000 consultations, etc. L'idée, c'est de faire de la France un pays à la pointe de l'IA. Déjà, on est bien placé, mais on va y revenir. Mais la première question que j'avais envie de vous poser, c'est cette crainte qu'on a concernant l'IA, et notamment l'IA générative, qui fait peur à beaucoup de monde, et notamment, alors peut-être pas aux férus, à tous les spécialistes qui sont peut-être avec nous aujourd'hui, mais au grand public. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette IA, finalement, cette IA générative? Alors, si je peux comprendre qu'on puisse en avoir peur, peut-être par méconnaissance des usages qui pourront en être faits. Comme on a eu peur de l'Internet il y a 20 ans Comme ou 25 ans. on a eu peur de l'Internet il y a 20 ans ou 25 ans, je pense qu'aujourd'hui, à contrario, il faut qu'on s'approprie l'intelligence artificielle générative qui va nous permettre d'avoir un gain de productivité énorme et également de faciliter la vie de nos salariés dans les entreprises, mais aussi de nos concitoyens. Je prends un exemple, en matière d'accès aux services publics, par exemple. On travaille beaucoup également au sein du gouvernement sur l'intelligence artificielle. Quand aujourd'hui vous devez faire des démarches en ligne, on a progressé, mais force est de constater qu'on a encore une certaine marge de progression à accomplir. Et on a aujourd'hui près de 8 millions de nos concitoyens qui sont en situation d'électronisme en France, et pour lesquels faire ces démarches est devenu un peu le parcours du combattant. L'électronisme, rappelons-le, c'est l'incapacité de remplir des formulaires à se servir du numérique et à accéder aux plateformes en ligne. Or, l'intelligence artificielle générative va nous permettre demain, du coup, de les ramener en situation d'inclusion numérique, puisque vous aurez une interface avec laquelle vous pourrez communiquer comme si vous étiez en train de converser avec quelqu'un, et du coup vous aurez moins de manipulation à faire. Donc je crois que c'est un des premiers points qu'il faut mettre en avant, c'est que l'IA générative, elle est vraiment au service de nos concitoyens aujourd'hui. Ce matin, j'étais sur le volet professionnel et économique sur le salon Global Industrie avec mon collègue Roland Lescure, et on a pu voir et éprouver et discuter avec aujourd'hui des industriels qui se sont emparés du sujet de l'intelligence artificielle et qui éprouvent justement les gains de productivité et également l'amélioration des qualités de travail de leurs salariés. Ce qu'il y a de très intéressant dans le rapport qui a été reçu par la commission, qui a été rendu par la commission IA au président de la République, c'est que nous n'avions pas encore aujourd'hui une étude française pour nous montrer le potentiel économique de l'intelligence artificielle. C'est le cas avec cette étude, et on voit que les gains potentiels sont colossaux. Déjà, pour rassurer, on voit que sur 20 emplois, 19 ne seront pas menacés de suppression par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que c'est vraiment un nouvel outil qui leur est donné. Je vous raconterai une petite anecdote de ce qu'on développe, nous, pour nos services à Bercy. Donc il n'y aurait qu'un pouillème d'emplois qui pourrait être menacé. C'est ça que vous dites. Il y a certains... Sur 20 emplois, s'il y en a 19 qui sont conservés. Alors, je vais y venir. Je termine sur les perspectives économiques. On a aujourd'hui, ça a été mesuré par le travail de la Commission, des gains de croissance potentiels estimés qui sont au-delà de 1% de PIB, ce qui veut dire que sur les 10 prochaines années, on pourrait gagner entre 250 milliards à 420 milliards supplémentaires de PIB. Donc vous vous rendez compte de l'enjeu qui est devant nous aujourd'hui et dont il faut absolument qu'on se saisisse.
Et on est en avance en France sur le sujet. Pour en revenir à l'emploi, il y a certains emplois dits col blanc qu'on pense peut-être être plus menacés. Aujourd'hui, moi, je suis quand même moins pessimiste sur le sujet. Et je vais vous citer l'exemple que nous développons au sein de Bercy. Nous avons développé un outil qui s'appelle l'amendement et qui nous permet, en phase notamment de fortes activités législatives, à Bercy, c'est essentiellement le projet de loi de finances. On a 4000, 5000 amendements qui nous arrivent et qu'on doit traiter en un temps court, puisque l'activité parlementaire, quand c'est en commission des finances, c'est 2 jours, 3 jours maximum. Et donc l'intelligence artificielle que nous utilisons nous permet de qualifier chaque amendement d'une manière très rapide et ensuite d'adresser ces amendements à la bonne personne chez nous qui va pouvoir l'instruire et répondre avec la bonne réponse politique et économique et fiscale sur le sujet. Donc en fait, c'est un gain de productivité qu'on a amené, mais pour le coup, le technicien ou le fonctionnaire qui est en charge du dossier, lui, garde toujours sa plus-value. Donc on voit que ces métiers ne seront pas forcément menacés demain. Alors peut-être qu'après, les doubleurs, les interprètes risquent d'être menacés quand même par cette intelligence artificielle. On a vu des exemples de traduction à la volée qui sont presque parfaites. Voilà, le métier de doublage aussi, je le disais. Mais bon, ce que vous dites par là, c'est que finalement, ça ne va pas impacter énormément la société, cette intelligence artificielle. On espère même qu'elle aura un impact très positif sur la société. Pour autant, il y a quand même des points sur lesquels nous devons avoir une vigilance particulière. Vous parliez notamment de la traduction. Aujourd'hui, la plupart des modèles d'intelligence artificielle sont en langue anglaise. Et donc, on a également sur ce point un enjeu culturel, un enjeu de protection de nos valeurs aussi. De souveraineté quelque part, où il faut que nous développions de plus en plus des modèles d'entraînement qui soient en langue française et européenne. Parce que, évidemment, quand vous allez interroger une intelligence artificielle pour lui faire parler de la Révolution française ou de la situation politique en France, c'est mieux quand les données qui ont été rentrées sont françaises et ça nous évitera peut-être d'avoir des tentatives d'ingérence. Mais les technologies avancent. J'ai pu discuter tout de suite en rentrant avec une jeune start-up française qui développe justement une intelligence artificielle qui est de confiance, dite de confiance, parce qu'on a des technologies comme le watermarking aujourd'hui qui permettent d'identifier le contenu et de vous dire, voilà, le contenu est sourcé, il est sourcé, on peut remonter la source qui a généré l'intelligence artificielle, et surtout si sur une image vous avez une intelligence artificielle ou pas, donc pour lutter contre la désinformation aussi. Un mot sur ce rapport. Alors, il y a 25 recommandations. On ne va pas toutes les énumérer. Il nous reste 10 minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi justement notre souveraineté et notre savoir-faire en matière d'intelligence artificielle. Mais malgré tout, premier constat qui sort de cette étude, c'est tout ce qui est sensibilisation et formation. C'est-à-dire qu'il faut que chaque Français comprenne ce qu'est cette intelligence artificielle générative. Absolument. Alors j'ai eu un échange avec le président, que je remercie d'ailleurs pour son invitation, cher Patrick. On a beaucoup discuté de cette question de la formation. On voit bien que l'enjeu est tellement colossal et ça va très très vite. Comment est-ce que nous allons accompagner nos concitoyens, mais surtout nos salariés, pour s'approprier ces nouveaux outils qui sont issus de l'intelligence artificielle générative. Donc l'enjeu est crucial, et pas seulement juste sur les segments aujourd'hui ingénieurs. Puisque dans nos entreprises, nous allons devoir aussi avoir des techniciens qui vont être en capacité d'utiliser l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, on en discutait notamment, il faut vraiment qu'à chaque maillon aujourd'hui de l'enseignement, on puisse préparer nos générations à utiliser l'intelligence artificielle. Ça peut commencer dès le collège. Moi, je préconiserais déjà même qu'on commence sur les grandes sections en école primaire. C'est toute la question de l'enseignement professionnel, et donc il faudra qu'on y réfléchisse dans le cadre de la réforme des lycées professionnels, comment on va introduire l'intelligence artificielle, et puis ça se poursuit au-delà dans le cycle de formation. Et puis c'est toute la formation continue, où là, c'est un travail que nous allons devoir mener ensemble, monde économique et pouvoir public, parce que là aussi, ça va être de votre responsabilité aujourd'hui, comment vous allez structurer avec vos OPCO, avec vos centres de formation, comment vous allez nous aider à passer ce cap de la formation. Et d'une manière générale, ce que souligne également beaucoup le rapport, c'est pour gommer cette crainte, pour expliquer, pour faire de la pédagogie à nos concitoyens. On a effectivement cet enjeu massif de diffuser partout l'intelligence économique sur le territoire auprès de nos concitoyens. Et il y a des propositions qui sont faites en ce sens au sein du rapport. Parce que juste, je voulais insister là-dessus, parce qu'on a des précédents avec les réseaux sociaux.
on n'a pas bien rempli la copie, on n'a pas bien fait cette copie-là, parce que finalement, on voit qu'il y a des dérives sur les réseaux sociaux, et si on avait été peut-être plus proactif en enseignant aux plus jeunes les méfaits, les dangers des réseaux sociaux, on aurait peut-être évité certains problèmes. Peut-être pas, mais peut-être en tout cas. Est-ce que c'est un chantier aussi important à votre avis, la pédagogie de l'intelligence artificielle? Alors c'est un chantier aussi important, si ce n'est plus important encore, mais il arrive à un moment où il y a déjà des garde-fous qui ont été posés. Vous avez pris l'exemple des réseaux sociaux, vous avez vu qu'il y a une réglementation européenne notamment qui est en train de se mettre en place, le Digital Service Act, le Digital Market Act, qui nous permettent aujourd'hui de protéger nos concitoyens. Et sur l'intelligence artificielle aussi, il y a des règlements internationaux qui sont en train de se mettre en œuvre. La France, d'ailleurs, a été à l'initiative de ces règlements. Je pense notamment au protocole d'Hiroshima, qui va nous permettre aujourd'hui de demander aux entreprises qui produisent de l'intelligence artificielle de nous ouvrir leur code pour que nous puissions vérifier qu'on est bien sur quelque chose d'éthique. Qu'on n'a pas une intelligence artificielle qui risque de favoriser le terrorisme, la désinformation, etc. Et derrière, on pourra avoir un phénomène un peu de name and shame pour dénoncer les entreprises qui aujourd'hui contreviendraient à nos valeurs. Donc ça, c'était le premier stade. Et puis, la Commission européenne et l'Europe a été le premier, du coup, a produit le premier règlement mondial donc, sur l'intelligence artificielle, l'EIA Act, qui est donc rentré en vigueur. Et là, nous rentrons dans la phase opérationnelle, donc comment on va mettre en œuvre ce règlement au niveau de chaque État membre de l'Union européenne. Je crois que avec des divergences, malgré tout. La France qui a son positionnement, qui n'est pas forcément celui de nos voisins. C'est j'ai envie de dire, le charme quand on vit en couple ou quand on vit en 27 plettes, je ne sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, voilà, c'est normal qu'on ait un peu des divergences, mais je crois que ce qu'il est important de dire dans ce moment-là, c'est que... En gros, c'est que nous, on est contre, excusez-moi, je vous coupe, mais nous, on est plutôt contre la régulation. Alors, c'est pas tout à fait ça. Enfin, en tout cas, moins que certains pays. Non, alors, nous sommes pour la régulation, mais nous voulons protéger l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ajuste le trait de la régulation pour ne pas brider notre innovation. Pour autant, moi, je pense que la fenêtre de tir est là, qu'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir cette régulation qui existe, qui sera de nature à rassurer nos concitoyens et à rassurer les utilisateurs. Simplement, il faut qu'on fasse attention, dans l'application qu'on va en faire, à ne pas forcer le trait pour ne pas pénaliser l'innovation. Mais c'est possible, nous l'avons déjà prouvé par le passé, et je crois que par rapport à ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, les phénomènes que nous avons connus, c'est le bon timing, puisqu'aujourd'hui, en Europe, nous avons appris à nous protéger de certaines déviances. Et donc, il faut qu'on continue dans cette voie. Deuxième recommandation qui a été proposée donc, par les rapporteurs de cette étude, c'est les moyens. Et ils préconisent de mettre quand même pas mal d'argent sur la table, je crois plus de 5 milliards par an, à la fois dans la sensibilisation, pédagogie, accompagnement des startups, etc., etc. Tout ça dans un contexte compliqué où on essaie plutôt d'économiser de l'argent que d'en donner. Et j'imagine que votre job, c'est d'aller au front pour essayer de convaincre les grands argentiers du gouvernement de vous donner un maximum d'oxygène, justement, pour que vous puissiez mettre ce projet à bien. Alors j'ai de la chance parce que ceux que vous appelez les grands argentiers du gouvernement ont bien saisi l'importance de l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est dans un contexte un peu compliqué. Alors c'est dans un contexte budgétaire, on est tous concernés en ce moment, on sait bien qu'il est compliqué. Pour autant, on voit les perspectives d'évolution qui sont devant nous. Donc on sait bien qu'on a un enjeu aujourd'hui à ne pas baisser le pavillon à un moment où il faut qu'au contraire on aille surfer sur la vague. D'autant que ces investissements, comme vous le dites, ils sont apporteront après des bénéfices importants dans les années qui viennent. C'est pour ça que, vous le savez, depuis 2018, on a lancé cette stratégie nationale pour le développement de l'intelligence artificielle en France. Et le rôle des pouvoirs publics, mais nous ne sommes pas seuls, et c'est là où nous avons une responsabilité collective pour ce faire. Le rôle des pouvoirs publics aussi est de mettre en place les infrastructures qui vont permettre de... Je prendrai un exemple, un des points centraux, c'est le développement de la puissance de calcul, et vous avez vu que nous avons investi 2 fois 500 millions, donc 1 milliard, sur nos supercalculateurs. Jean Zay, et puis Jules Verne qui va arriver, pour permettre aussi à notre écosystème d'avoir les puissances de calcul. Mais nous ne sommes pas seuls, parce qu'il y a aussi des acteurs privés aujourd'hui, et donc dans cette enveloppe de 27 milliards sur 5 ans, il y a aussi les acteurs privés qui ont leur rôle à jouer. Donc nous, on est un peu la pompe d'entraînement, mais derrière, il y a tout ce qui se passe. Je penserai à la fondation QTI notamment, qui vient de lancer un centre de recherche en open source. Vous avez vu avec Xavier Niel, Rodolphe Sadé et Eric Schmidt. Et il y a aussi des initiatives privées qui émergent. Là où en revanche, j'appelle à une réflexion collective et un engagement collectif, c'est sur la question du financement. Puisqu'il va falloir qu'on lève des fonds pour accompagner nos pépites émergentes. Et là, on a besoin aussi qu'il y ait un financement européen
qui émergent sur ces sujets. Et donc, il faut que nos investisseurs se saisissent. Alors, on a un peu la culture du risque dans l'investissement en France. Et il faut qu'on arrive à dérisquer l'investissement en matière d'intelligence artificielle. Donc, c'est un travail de conviction que nous faisons. Nous avons mis des structures en place. Vous avez suivi les initiatives Tibi, qui visent à trouver du financement, pas seulement pour l'intelligence artificielle, mais qui vont financer aussi, et qui financent déjà de l'intelligence artificielle. Et donc, on voit bien qu'on a un enjeu de mobilisation aujourd'hui de l'épargne. On a beaucoup épargné sur les dernières années en France et il faut qu'on aille mobiliser cette épargne et ça, il faut qu'on le porte collectivement. Et donc, peut-être se servir de cet argent de l'épargne pour des investissements dans la tech et dans l'IA, pourquoi pas ? Absolument. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi, pour terminer, une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est dans un terreau fertile d'intelligence artificielle en France. Mistral, bien sûr, on a beaucoup d'autres startups qui sont en train d'émerger. Ça, c'est une fierté française qu'il faut protéger, qu'il faut valoriser encore plus. Alors c'est une fierté française qu'il faut protéger et valoriser absolument. On développe des programmes d'ailleurs, vous avez dû entendre parler de Je choisis la French Tech, j'espère que vous avez tous entendu parler de cela, sinon je vous fais une interrogation orale en sortant. Non, il faut qu'on permette à nos entreprises aussi, à nos pépites émergentes de trouver leur marché. Et pour trouver leur marché, il faut aussi qu'on les mette en lien avec les grands donneurs d'ordre, publics ou privés, qui du coup expriment un besoin. Donc vous nous exprimez votre besoin et nous, grâce à la French Tech et au programme Je choisis la French Tech, on se retourne sur notre écosystème et on vous identifie les entreprises qui pourraient répondre à notre besoin. Et après, on rentre dans les procédures classiques. Mais ça, c'est extrêmement important. C'est ce sourcing que nous avons à faire pour permettre le marché. Et puis ensuite, il faut bien sûr les valoriser. Je crois que c'est une fierté quand on a des entreprises françaises. Aujourd'hui, on est leader en Europe continentale. J'exclus UK, voilà, ils ont fait un choix, donc je les exclus. On est leader en Europe continentale, et donc on voit bien que c'est maintenant qu'il faut accélérer et qu'il faut y aller à fond avec nos pépites. Ces pépites qui sont, on va dire, adoubées par les géants américains. On voit Mistral qui, justement, voit de plus en plus d'investisseurs étrangers, Microsoft, Nvidia, etc., etc. Il y en aura sans doute d'autres. C'est un problème ou pas ? Alors, c'est pas un problème, si vous voulez me parler de Mistral à proprement parler. Parce que c'est l'exemple un peu frappant et mis en avant en ce moment. Oui, c'est l'exemple qui est mis en avant. D'abord, Mistral reste majoritairement française en termes de capital, et ça, il faut quand même le rappeler. Ensuite, quand on a des géants américains qui viennent s'intéresser à la technologie française à partir du moment où ça leur offre un marché pour se développer, croître, faire du business, il faut y aller. Et je rappelle que Mistral a un modèle de développement hybride et qu'ils ont toujours dit qu'ils auraient un modèle de développement hybride. Donc il y a tout le volet open source auquel nous tenons beaucoup aujourd'hui dans Mistral, et puis le volet commercial. Et si la croissance commerciale de Mistral leur permet de continuer à alimenter la pompe sur le modèle open source, je crois qu'il faut y aller. Et j'aimerais bien en France, parce que c'est un peu notre défaut, quand on a des pépites qui émergent et qui réussissent, qu'on les soutienne plutôt qu'on ne cherche à faire du French bashing. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous et merci pour votre invitation. C'était un Marina plaisir. Ferrari, donc secrétaire d'État chargée du numérique. Je vous libère à la minute près. Merci beaucoup, car je sais que vous avez un agenda très chargé cet après-midi. On va enchaîner avec... merci beaucoup. On enchaîne avec un autre rendez-vous, notre table ronde qui s'intitule l'IA, la main invisible du faux. Et puis je vous rappelle qu'évidemment, on salue tous ceux qui sont avec nous en présentiel ici à l'Astrolabe au Musée de la Marine, et puis tous ceux qui nous regardent et nous écoutent en replay ou même en direct sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment.